Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans la douceur de l'hiver mexicain et dans le joyeux brouhaha d'une rue de Mexico. Bienvenue au Mexique. Dans ce Hors les Murs, on a décidé de vous faire revivre la 6e rencontre mondiale des familles qui s'est déroulée du 14 au 18 janvier. Ici, à Mexico, 5 jours de fête pour des milliers de familles venues du monde entier, un peu à la manière des JMJ. Et la comparaison ne s'arrête pas là, car ce grand rendez-vous de l'Église universelle se déroule tous les 3 ans. Après Rome par 2 fois, Manille, Rio de Janeiro et Valence, c'est donc au tour de la capitale mexicaine d'accueillir l'événement. Le Mexique, le 2e pays catholique au monde. Pendant 52 minutes, on va dérouler le fil de ce qu'il s'est passé ici à Mexico, du premier au dernier jour de la rencontre. Tout commence dans le quartier d'affaires de Santa Fe, où je vous retrouve dans un instant. Je suis maintenant devant le centre Bancomer, une sorte de palais des congrès qui accueille cette 6e rencontre mondiale des familles. Alors pour bien comprendre les enjeux de cet événement, je retrouverai tout à l'heure Monseigneur Jean-Charles Descubes, archevêque de Rouen et responsable des questions familiales au sein de la Conférence des évêques de France. J'ai également pris rendez-vous avec le cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec, primat du Canada, une grande figure de l'Église. Et puis enfin, je vous présenterai Michel Pénicaud des AFC, les associations familiales catholiques. Pour l'instant, les familles prêtres, religieuses et les religieux arrivent du monde entier. Pourquoi sont-ils venus? Le reportage de Sophie Lenné. Pour cette 6e édition, les Mexicains accueillent à bras ouverts les fidèles venus célébrer ensemble la famille chrétienne. Dans le hall d'exposition de Bancomer, c'est la cohue. Près de 10 000 personnes provenant des 5 continents font la queue pour retirer leur accréditation. 500 jeunes volontaires sont mobilisés pour répondre à leurs besoins. L'attente est longue, mais les participants semblent sereins et heureux de participer à ce grand rassemblement chrétien. Beaucoup viennent de très loin. Je suis arrivé hier dans l'après-midi après 11 heures d'avion en provenance de Londres. Ça a été un long voyage, mais je suis heureux d'être ici. Le voyage a été long. Moi, je pense que 4 heures de temps, c'est un peu long, non? On est arrivé bien fatigué, mais bien content, parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment. Et en effet, l'ambiance est au rendez-vous. La plupart des participants sont des membres d'une délégation. Il y en a quand même qui sont venus par leurs propres moyens en famille. Pour participer à ce grand événement, chaque personne a dû payer 156 $. Un coût certes élevé, mais qui n'empêche pas certains d'être des habitués de cette rencontre. J'étais en Espagne, ça fait 2 ans, à Valence, et ça m'a donné du goût pour venir encore cette année. Parce que moi, je suis prêtre, mais je suis membre d'une famille. Il faut que les familles se reprennent à espérer. Et c'est bien là l'objectif de ce grand rassemblement. Dialoguer, apprendre, partager, bref, approfondir la compréhension du rôle de la famille chrétienne en tant que pilier fondamental de la société. Nous voulions venir ici car pour nous, ce sujet sur les valeurs de la famille est quelque chose d'important de nos jours. Et aussi parce que partager de nouvelles expériences et rencontrer d'autres familles, ça va être super. Nous avons hâte de partager nos expériences sur la famille, de connaître les difficultés rencontrées dans les autres pays et savoir comment ces habitants font face à ces grands problèmes, ces graves crises auxquelles la famille se trouve confrontée. Car d'un pays à un autre, les problématiques sur les familles varient, chaque pays devant faire face à des crises spécifiques. Comme par exemple ce prêtre polonais qui vit au Chili et dont sa principale préoccupation est de venir en aide aux plus démunis. Il y a beaucoup de familles pauvres qui ont été abandonnées et puis l'Église, avec son enseignement, essaie de mettre en pratique toute une série de valeurs humaines et puis chrétiennes surtout. Je suis venu justement pour dire à Cato et au monde entier que la famille, c'est une pépinière qui doit donner des bourgeons pour le monde, pour la société. Je suis à mon tour entré dans le centre Bancomer où les familles participent dans les premiers jours de la rencontre à un congrès théologique et pastoral, temps de ressourcement et de réflexion auquel s'est joint un invité de marque. Regardez. C'est en grande pompe que s'est ouvert le congrès de théologie pastorale qui inaugure la 6e rencontre mondiale des familles. Pour l'occasion, et à la surprise de tous, le président du Mexique, Felipe Calderón, avait fait le déplacement. Un geste fort dans un contexte politique difficile.
car ce fervent catholique se trouve souvent confronté à des attaques de la gauche de son pays qui prône la laïcité de l'État. À ses côtés, le cardinal Ennio Antonelli, président du Conseil pontifical pour la famille, et le cardinal Norberto Rivera, archevêque de Mexico. Il est arrivé quasiment donc de surprise parce qu'on n'attendait pas là, une présence présidentielle pour un congrès en fin de compte qui est très catholique. C'est un signe très fort que le président donc, du Mexique a voulu donner aux catholiques du pays et j'ai envie de dire au monde entier en disant regardez qu'être catholique et être engagé dans la politique, c'est pas contradictoire. L'inauguration finie, place au congrès théologique et pastoral. 22 cardinaux et 65 évêques se sont déplacés pour échanger avec les familles sur le thème « La famille éducatrice des valeurs humaines et chrétiennes ». Monseigneur Tony Anatrella, qui fait partie du comité des conclusions, nous explique le déroulement de ce congrès. Pendant 3 jours, des dizaines de conférenciers vont se succéder pour aborder des thèmes aussi divers que représente la famille dans la société aujourd'hui. Deuxièmement, quels sont les grands défis que nous avons à relever et quel est le message chrétien spécifique sur la famille. Autre thème développé, la famille et la sexualité, ou bien encore le défi de légiférer en faveur de la vie. Ce congrès, qui aborde les multiples problèmes de la société et de l'Église de demain, s'articule autour de conférences et de tables rondes, entrecoupées de spectacles de danse. Des personnes viennent aussi témoigner, comme par exemple Eduardo Verastegui, célèbre acteur mexicain qui a vécu une profonde conversion au catholicisme. Dans l'assistance, des prêtres, des théologiens, des personnes investies dans des associations familiales, ainsi que de nombreuses familles venues écouter ces discours pour leur propre enrichissement personnel. Si je suis venue ici, c'est pour renforcer mon mariage et les liens avec ma famille. Je suis venue d'abord pour la formation, parce que ce sont quand même des intervenants solides qui peuvent nous apporter une formation solide et les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin de se former. Car l'un des buts majeurs de ce congrès consiste à fournir des instruments pastoraux et sociaux susceptibles de permettre aux églises locales de placer la famille au cœur de leur travail. Il va y avoir normalement une synthèse de ces discussions qui devrait être remise à tous les prêtres du monde. Ainsi, nous devrions nous servir de ces conclusions lors de nos offices et cela devrait donner lieu à de nouvelles discussions sur la famille et même à de nouveaux projets au sein de notre diocèse. Des projets qui permettront de relever les défis auxquels la famille chrétienne se trouve confrontée. Voilà pour ce reportage de Sophie Lenné. Les conférences et les tables rondes se déroulent ici en espagnol, c'est bien logique, nous sommes au Mexique. Elles sont toutefois traduites en anglais, italien et français. Même s'il faut bien l'avouer, je n'ai pas croisé beaucoup de compatriotes dans les couloirs. Où sont passés les Français? Émeric Coletta a mené l'enquête. I'm from here, from Mexico. I'm from America. Cuernavaca, Morelos, México. De Ecuador. Beijo do Brasil para a França. On l'aura compris, difficile de croiser des familles françaises. Les raisons, le lieu, les frais de déplacement, la période ou encore le manque de publicité. Car à part les expatriés à Mexico, la seule représentation nationale présente pendant cette rencontre est constituée de conférenciers et d'une délégation officielle. Les yeux sont donc tournés vers l'après-congrès avec un enjeu principal, l'appropriation de sujets universels. Par exemple, un enfant italien, quand il entre à l'école, a déjà vu 1800 scènes de violence. Voilà ce que nous avons appris hier lors d'une merveilleuse conférence sur les médias et l'éducation et la famille. Les médias jouent un rôle décisif dans la formation de la personne aujourd'hui et l'enjeu est que la famille ne soit pas dépossédée de sa vocation première, qu'elle puisse accompagner l'enfant dans une ouverture positive au monde et les médias sont là pour cela. Mais elle ne peut pas laisser d'autres instances se substituer aux parents pour transmettre des valeurs. Maintenant, en France, on a différents types de familles et plus elles sont éclatées, plus ça serait mieux après tout. Donc des familles monoparentales, donc des familles recomposées. Donc... Je ne sais pas si on a mesuré un jour la souffrance qui existe dans des familles comme celle-là. Donc je crois qu'on va revenir avec l'idée que nous allons poursuivre dans la ligne d'accueillir les familles telles qu'elles sont en France et en même temps de faire tout ce qui est dans notre pouvoir d'une façon simple, humble, pour dire mais attendez, la stabilité, l'amour jusqu'au bout,
l'apprentissage de ce qu'on a beaucoup évoqué ici, c'est-à-dire des valeurs du pardon, des valeurs de la miséricorde, des valeurs du dialogue en famille, du dialogue avec les enfants, de pouvoir s'asseoir à la même table au moins une fois par jour. Tout cela, pourquoi l'avons-nous perdu? Des questions à traiter en famille, évidemment, mais pas uniquement. La conférence des évêques de France prépare déjà les orientations pour mener une réflexion qui aura lieu diocèse par diocèse, comme c'est la tradition en France. Sur ce plateau, l'un des représentants de la délégation française, Monseigneur Jean-Charles Descubes, archevêque de Rouen. Et c'est ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, président du Conseil Famille et Société pour la conférence des évêques de France. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, ensemble, on va essayer de comprendre quelle est la place de la famille dans la mission de l'Église. Qu'apporte la famille à l'Église, Monseigneur? Eh bien, c'est-à-dire avant d'envisager, je dirais, la famille comme apportant quelque chose à l'Église, je dirais, c'est l'Église qui apporte quelque chose à la famille. Et je crois que la famille est d'abord le sujet de la mission de l'Église, c'est-à-dire que la famille qui est une réalité naturelle, l'Église va lui révéler qu'elle met en œuvre le projet de Dieu et va lui faire découvrir la dimension spirituelle, au fond, de cette réalité naturelle qu'est la famille, quoi. De quelle manière? Alors, eh bien, je pense que la première chose, c'est d'abord en lui donnant les moyens de s'approprier ce projet de Dieu. Hommes et femmes, il les créa pour donner la vie. Autre manière, ce sera eh bien, de manifester que par la manière dont ils vivront la famille, tous les membres de cette famille, parents, enfants, mais aussi les autres générations, s'achemineront sur ce chemin de sainteté qui est fait de responsabilité, de liberté. Et je pense que l'Église eh bien, rappelle à la famille son importance éducatrice pour que la vie ne soit pas simplement une transmission banale, mais soit véritablement une ouverture au projet de Dieu, à la collaboration, à l'œuvre de Dieu. Et la famille, qu'est-ce qu'elle dit à l'Église? Alors, la famille, elle est la réalité de notre monde, la réalité de notre société. Et c'est ce que je retiendrai d'ailleurs un peu du congrès qui se déroule à l'heure actuelle, c'est que les questions posées par les nouvelles manières de vivre la famille, les aspirations de notre société, les aspirations des enfants qui désirent plus d'autonomie, des jeunes qui quelquefois ont du mal à accepter la transmission des valeurs d'un héritage, sont à prendre en compte pour que l'Église voit comment elle peut, dans ces nouvelles conditions, continuer toujours sa mission qui est de transmettre cet évangile dont elle est dépositaire et qui est un message de vie, d'amour, de liberté, de bonheur. La famille formatrice aux valeurs chrétiennes et humaines, c'est le thème de cette rencontre. Là encore, de quelle manière la famille peut être formatrice à ces valeurs chrétiennes? Eh bien, je pense que c'est la qualité de la vie de famille par, je dirais, un temps qui n'existe pas assez à l'heure actuelle, un temps consacré au dialogue entre tous les membres de la famille, chacun à sa place, qui peut vraiment permettre à la famille d'être le lieu où non seulement, je dirais, on reçoit les valeurs, mais où on se les approprie et où on fait qu'elles ne sont pas, comme cela a souvent été dit, je dirais, accompagné d'interdits, d'obligations, mais au contraire des bornes, des poteaux indicateurs pour qu'on s'achemine vers une vie pleinement humaine. On apprend également l'amour de Dieu en famille? Alors on apprend l'amour de Dieu en famille, et j'insistais tout à l'heure sur l'importance du dialogue entre tous les membres de la famille, ce qui me paraît beaucoup manquer à l'heure actuelle. Je pense que aussi, si la famille veut véritablement être le lieu où se forgent les valeurs chrétiennes et humaines, il me semble important que la dimension spirituelle qui s'exprime en particulier à travers la vie de prière soit présente en famille, dans l'existence familiale. Ça veut dire prier ensemble en famille? Ça veut dire prier ensemble, ça veut dire aller à la messe au moins de temps en temps ensemble, en famille. Cela veut dire avoir véritablement conscience que la famille, que ce soit d'ailleurs dans l'Église, ou dans la société, ou plutôt par rapport à l'Église, par rapport à la société, elle n'est pas extérieure.
La famille, c'est l'église domestique, la famille, c'est la cellule de base de la société, c'est-à-dire que l'église et la société ne sont finalement, ou du moins sa qualité d'existence, de vie, c'était tributaire de la qualité de la vie familiale et de la qualité spirituelle de la famille. Alors après, chacun a son rôle à jouer en famille. Dans sa lettre au cardinal Berton, le représentant du pape, ici, Benoît XVI rappelait que les parents sont les principaux éducateurs de leurs enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que au-delà même de cette expression du pape Benoît XVI, il y a au fond ce qu'est la famille. La famille, c'est le lieu de la transmission de la filiation. Et la filiation, elle n'est pas simplement physique, elle est aussi morale, elle est aussi spirituelle. Et elle est surtout portée par beaucoup d'amour. Et pour vous, personnellement, est-ce que la famille a compté dans votre vocation, par exemple? Alors, je ne sais pas si elle a compté dans ma vocation, mais il est sûr que j'ai eu la chance de vivre dans une famille où la foi était reçue, où la foi a été vécue et où véritablement, je crois que mes parents avaient conscience d'être responsables d'une famille qui était une cellule d'église et une cellule de la société. Merci Monseigneur Descubes. Alors, si le pape a convoqué cette 6e rencontre mondiale des familles au Mexique, ce n'est pas au hasard. Bien sûr, parmi les défis auxquels les familles mexicaines sont confrontées, la très grande pauvreté. On va se rendre dans la paroisse française de Mexico qui vient en aide aux familles défavorisées, les pauvres des pauvres. Reportage Émeric Coletta. Le Mexique est le 12e pays le plus riche du monde. Et pourtant, c'est ici que l'on trouve les plus grandes inégalités. Les institutions sont balbutiantes et manquent de moyens. Mexico City subit de plein fouet l'exode rural et elle est passée de 5 à 20 millions d'habitants en à peine plus de 30 ans. Dans le quartier riche de Chapultepec, la paroisse française Notre-Dame de Lourdes est tenue par des frères de la communauté Saint-Jean. Outre leur mission pastorale, ils s'occupent d'un dispensaire qui aide les familles mexicaines en grande difficulté. Et donc chaque personne est accueillie une fois par mois dans le cadre du dispensaire. Elle est écoutée, elle expose son problème et puis on lui donne une aide morale, psychologique, spirituelle, alimentaire. On donne des vêtements, des médicaments. On essaye de les aider au fond dans cette survie au quotidien. C'est pas grand-chose et en même temps, pour eux qui n'ont pas grand-chose, c'est beaucoup. Malgré une grande pauvreté, il est rare de croiser des mendiants dans la ville. Question de dignité. Les petits métiers se multiplient là où chez nous ils tendent à disparaître. Mais ils sont autant de prisons pour une population captive à la périphérie de la ville. Nous avons rencontré une famille qui survit dans ces quartiers et qui reçoit l'aide du dispensaire. À sa tête, Flor de Maria, une arrière-grand-mère de 64 ans. Mise à la rue par sa mère, elle est abandonnée par son mari alors que ses 2 enfants n'ont que quelques mois. Aujourd'hui, elle vit avec sa fille et 3 de ses petits-enfants. Depuis longtemps, je suis dans cette situation parce que je suis diabétique. J'ai déjà été opérée des yeux et ensuite des poumons. Je ne peux plus travailler. J'aide ma fille avec l'aide qu'on m'accorde au dispensaire et ailleurs. Mais je vais dans ces 2 endroits et c'est tout. J'aide ma fille en faisant à manger, je m'occupe de ses enfants, c'est ma façon d'être utile. Mais de l'argent, je n'en gagne pas. La fille de Flor de Maria a pris un travail déclaré mais moins bien payé pour pouvoir bénéficier de la couverture sociale familiale, une des rares aides gouvernementales. On comprend alors l'attachement profond à la famille des Mexicains et leur souffrance lorsqu'ils la sentent menacée. Voilà ma situation. Je suis une vieille dame. On ne me regarde plus avec tendresse ni avec respect. On me considère comme un fardeau, alors que moi j'ai tant donné pour ma famille. Je n'ai d'aide de personne à part de ma fille et de Dieu. Dieu est très bon, il nous aime tous. Moi je suis catholique, mais ma fille, elle ne croit pas. Elle dit Dieu n'existe pas, sinon pourquoi souffrons-nous autant? Et moi je lui réponds, si il n'existait pas, imagine ce que ce serait. Une philosophie qu'on ne peut se permettre que quand l'essentiel paraît sauvé.
Les enfants vont à l'école, mangent à leur faim, et le cœur de la famille reste ensemble malgré son éclatement progressif. Mais un tel état de dénuement les condamne à oublier l'avenir. On parle de 20% de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Ça touche évidemment beaucoup de familles où là, on ne parle même pas d'éducation, on ne parle pas de vacances, on ne parle pas de quoi que ce soit. Ce sont des familles qui vont vivre au jour le jour, qui vont quelquefois trouver les moyens de resolver, comme on dit, hein, une expression sacrée à cubain, mais qui existe aussi ici. Resolver, c'est résoudre le lendemain, vivre au jour le jour et résoudre ce qu'on devra vivre aujourd'hui et demain. Si l'âme des Mexicains et leur culture profonde leur permet d'avoir un esprit collectif tout en subsistant, qu'en sera-t-il demain? La mondialisation frappe à leurs portes, ici comme ailleurs, et cette culture familiale pourrait être mise à rude épreuve. Retour dans le centre de Bancomer de Mexico. Je suis en compagnie du cardinal Marc Ouellette, archevêque de Québec et primat du Canada. Bonjour Éminence et merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. On va évoquer un peu les défis de la famille dans le monde ensemble. Quel est l'intérêt d'une vision mondiale de la famille? Eh bien, nous sommes dans un processus accéléré de mondialisation à bien des points de vue. Et puis, il y a toutes sortes d'idéologies qui circulent, qui ne sont pas toutes favorables à la famille, loin de là. Et puis, il y a des législations nouvelles un peu partout qui sont promues et qui vont contre la reconnaissance de la famille et, disons, le soutien de la famille. Je pense aux redéfinitions du mariage, je pense à la suppression de la référence au père et à la mère pour mettre parents. Enfin, il y a toutes sortes de phénomènes. Et l'Église catholique, elle est experte en mondialisation depuis sa naissance, hein, parce que le Christ est la réponse aux problèmes de l'homme. Eh bien, l'Église est consciente aussi que le Christ est le point d'arrivée et le point de départ, au fond, de l'humain. Et la famille, dans le plan de Dieu, eh bien, culmine dans ce que le Christ en a fait, c'est-à-dire un sacrement. Parce que la famille, elle est fondée sur le mariage, et le mariage est en difficulté avec tout le processus de sécularisation. Alors, une rencontre mondiale des familles, c'est une manière de la part de l'Église de rendre témoignage à la valeur première de la famille pour l'humanité. Comme dit le pape Benoît XVI, c'est le patrimoine de l'humanité, et en même temps d'indiquer la voie pour, je dirais, refaire la famille, refaire son unité, sa stabilité, sa fécondité et aussi son sens sacré. Est-ce que les situations et les problématiques familiales sont les mêmes, par exemple à Québec et ici à Mexico? Je crois qu'elles se ressemblent. Au Québec, à cause d'un processus accéléré de sécularisation, par exemple, nous avons 35% d'union libre, ce qui dépasse tout l'Occident. Je crois qu'en France, vous avez à peu près 17% et dans d'autres pays, peut-être 20%, mais au Québec, c'est 35%. Alors, c'est très inquiétant. Et en Amérique latine, on a le même phénomène. Aussi, on a des problèmes d'éducation qui sont entraînés par ces situations-là. Parce qu'une famille divisée, eh bien, c'est l'absence du père, comme il arrive beaucoup en Amérique latine, dans certains pays. Et le manque aussi, disons, d'une présence suivie d'une affection, d'une sécurité pour l'enfant, d'un réseau de relations qui soit sain. Alors tout cela affecte beaucoup la qualité de l'éducation et donc la qualité des citoyens. Parce que si la famille ne forme pas aux vertus sociales, comme on l'a entendu ce matin, n'est-ce pas, c'est la société qui en souffre. Mais si la société ne reconnaît pas la valeur de la famille et son rôle social, eh bien, c'est la société aussi qui en souffre. Et c'est pourquoi nous sommes ici, pour affirmer la valeur de la famille, son rôle non seulement dans la société, mais son rôle aussi pour l'évangélisation, comme j'ai cherché à l'indiquer hier.
Quelle est la cause de la crise de la famille? Est-ce qu'il y en a une? Oui, bien sûr qu'il y en a une. Je crois qu'en Occident, en particulier, le phénomène de sécularisation, si Dieu n'est plus le fondement de l'existence humaine, alors l'homme doit se reconstruire tout le sens, n'est-ce pas? Eh bien, et puis, dans la culture actuelle, ce qui domine, c'est l'individualisme. Alors que ce que le christianisme nous a appris, l'humanité se réalise en relation. Nous sommes créés à l'image de Dieu, d'un Dieu qui est trinitaire, et c'est dans l'exercice, si vous voulez, ou l'accomplissement de l'amour humain, dans la relation de l'homme et de la femme qui est féconde, c'est là que l'humanité trouve son accomplissement, dans la cellule initiale et aussi dans les relations qui complètent, si vous voulez, cette cellule initiale. Alors ça, c'est le fondement de la société. Mais cela est de moins en moins reconnu. C'est l'individualisme qui règne, hein, comme si l'homme et la femme étaient des îles et qu'on pouvait choisir, son orientation sexuelle sans tenir compte de sa condition biologique ou psychologique. Alors, il y a toutes sortes le constructivisme social et le gender, au fond, promeuvent ces idéologies, mais qui vont contre le véritable sens de l'humanité. L'enjeu est autour de la définition de la famille dans nos sociétés aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on voudrait bien imposer plusieurs types de familles, alors qu'il n'y a pas de plusieurs types de familles. Il y a l'homme et la femme, et c'est leur union qui est vraiment hétérosexuelle, qui fonde la famille. Les autres unions ne doivent pas comme s'approprier le nom de famille proprement dite, parce qu'il manque la structure de base, hein, qui crée le milieu à la fois humain et éducatif. Évidemment, il faut reconnaître toutes les difficultés et aussi que les personnes qui ne jouissent pas du modèle originel de famille, eh bien, il faut qu'elles reçoivent de l'aide. Hein, il faut que, et aussi la pastorale catholique, bien sûr, s'occupe aussi des personnes, des filles mères, et puis de toutes sortes d'autres situations. C'est entendu, et cette préoccupation, elle est présente aussi. Mais si nous voulons que prévenir, disons, ces phénomènes qui se multiplient de plus en plus parce qu'ils sont encouragés aussi par les médias de communication, voyez-vous? Et chez nous, par exemple, au temps de Noël, on montrait le cas d'une famille recomposée et c'était comme l'idéal aujourd'hui. Les époux avaient changé de partenaire. Et les valeurs sont complètement inversées. Complètement. Et puis, pour un chrétien, les deux se trouvaient en situation d'adultère, mais ils faisaient comme une grande famille recomposée et cela était la norme présentée par la télévision. Alors, je crois qu'il nous faut vraiment promouvoir aujourd'hui la famille dans sa structure fondamentale et demander à l'État de reconnaître cette réalité. Parce qu'il n'y a pas que les individus qui ont des droits. La famille est aussi un sujet social qui a des droits. Et là-dessus, nous avons besoin, par le travail des associations familiales, comme on l'a rappelé ici aujourd'hui, pour avoir un poids politique, n'est-ce pas, auprès des parlements, eh bien, que les associations familiales et des rencontres comme celle-ci s'expriment et que les chefs d'État les prennent en compte dans leur législation. Merci Éminence. Vous parliez justement des associations familiales. On voit beaucoup d'initiatives ici à Mexico pour promouvoir les valeurs familiales, notamment à travers une exposition sur la famille composée d'une centaine de stands en tout genre. L'occasion pour les associations chrétiennes, mais aussi les mouvements de laïcs ou encore même les entreprises de mettre en avant leur activité familiale. Visite guidée en images. Et voici l'Expo Familia, une exposition où sont représentées une centaine d'entreprises et associations au service de la promotion et de l'évangélisation de la famille. Ici, on trouve de tout. Beaucoup de produits marketing, tels que des t-shirts à l'effigie de Jésus,
ou bien encore des accessoires avec des slogans qui mettent en avant le rôle essentiel de la famille. Des associations proposent aussi du matériel pour le catéchisme, tels que des livres pour l'éveil à la foi. Dans cette exposition, les enfants sont rois. Une immense aire de jeu leur est dédiée. Quant aux amateurs de travaux manuels, ils ne sont pas en reste. Ce qui permet aux parents de déambuler tranquillement dans les allées et de découvrir des stands qui proposent des ouvrages expliquant de manière ludique le sens des valeurs. On leur apprend comment vivre une belle vie, comment être une bonne personne, un gentil enfant, vous voyez, ou un bon adolescent, bref, toutes ces choses-là. Ils ont juste besoin d'1 heure par semaine pour apprendre les bonnes valeurs humaines afin de devenir un enfant modèle. On trouve bien sûr des associations de lutte contre l'avortement. En effet, les associations chrétiennes mexicaines se sentent très concernées par cette cause. Ces dernières réfutent la décision de leurs députés qui ont légalisé l'avortement dans la ville de Mexico en mai 2007, faisant ainsi du Mexique le 2e pays d'Amérique du Sud où l'avortement est toléré. Je suis en train de signer la pétition pour les droits humains de la conception, pour qu'il n'y ait plus d'avortement, car je suis pour la vie. Autre association pour le moins insolite, Renacer, une association de laïcs qui propose des traitements psychiques pour combattre les impulsions homosexuelles. Selon les organisateurs, les résultats sont très probants, puisqu'une personne sur 3 développe un penchant hétérosexuel. Ce que nous avons constaté au Mexique et dans beaucoup d'autres pays, c'est que certaines personnes ont une SSA, c'est-à-dire une attraction pour le même sexe. Certains ne souhaitent plus l'avoir et cherchent une aide pour être capables de devenir hétérosexuels. Ça, c'est notre objectif. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir à ces personnes qui se trouvent dans cette situation bien spécifique ? Ok, je suis gay, j'ai des sentiments pour des gens du même sexe, mais je le vis très mal, que puis-je faire ? Peut-on m'aider ? C'est ce que nous les proposons, les guérir avec une thérapie. La visite des participants s'achève pour la plupart devant ce mur. Un mur où ils peuvent écrire leurs réflexions sur la famille. Cette grande page blanche qui se noircit de jour en jour sera remise au pape Benoît XVI. Un cadeau qui lui permettra de mesurer l'impact de cette grande rencontre sur les participants. C'est sous le soleil de Mexico que je vous retrouve dans ce sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe où se déroule la seconde partie de la 6e rencontre mondiale des familles. C'est le temps le plus festif de la semaine avec au programme une grande soirée et une grande messe. On verra ça tout à l'heure car pour l'instant j'ai rendez-vous avec Michel Pénicaud des AFC, les associations familiales catholiques. Bonjour Michel. Bonjour David. Et merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Alors on a vu dans le reportage de Sophie Lenné cette association de pro-life, donc de défense pour la vie. Quel est le lien entre la famille et la défense de la vie, Michel ? Le lien entre la famille et la vie, il est simple. C'est au sein de la famille que la vie prend corps. C'est là qu'elle se développe, c'est là qu'elle s'éduque, c'est là qu'elle se forme. Donc ce lien, il est essentiel. Il est tellement essentiel que c'est lui qui fonde également la pensée sociale de l'Église à travers l'éminente dignité de la personne, qui est vraiment le principe premier. Et comme c'est sur la pensée sociale de l'Église que les associations familiales catholiques fondent leur action, nous sommes tout à fait dans notre domaine. Avant le reportage de Sophie, on a entendu le cardinal Ouellet parler du rôle des associations familiales. Quel est-il exactement ? Alors, il est multiple, mais il est pour nous notamment de représenter les familles auprès des pouvoirs publics dans un cadre institutionnel qui est particulier à la France, mais les autres associations familiales ont un peu ce rôle-là également, c'est-à-dire de faire en sorte que la société soit accueillante à la famille, développe des politiques familiales favorables qui permettent à la famille de remplir sa mission de civilisation, sa mission d'éducation, etc. Comment vous intervenez sur le terrain politique ? Alors sur le terrain politique, nous intervenons... Et législatif, bien sûr. Et législatif, nous intervenons de façon très permanente et régulière. D'abord, chaque fois qu'un sujet traite de la famille, ça c'est la loi qui l'impose. Et puis, chaque fois qu'il y a un événement qui nous paraît pouvoir mettre en cause des politiques familiales ou pouvoir favoriser ou améliorer des politiques familiales, nous intervenons très directement. En ce moment, nous avons un certain nombre de sujets, dont notamment
la révision des lois de bioéthique, je fais volontiers le lien avec la vie dont nous parlions à l'instant. Nous avons des sujets sur l'éducation qui sont assez permanents. Nous venons de signer d'ailleurs une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire que vous allez voir les ministres, les députés, Absolument, comment ça se passe? Tout à fait. Alors, si vous voulez, pour dérouler à titre d'exemple un processus, prenons celui de la préparation des révisions de loi de bioéthique. Nous travaillons sur ces sujets depuis très longtemps, bien sûr. Donc nous avons des dossiers, nous avons des positions, des propositions. Nous participons aux dernières études et nous étudions très attentivement le document que la Conférence des évêques de France vient de sortir sur ce sujet de réflexion. Nous travaillons avec d'autres mouvements qui sont intéressés à cela. Je pense à l'instant à la Fondation Jérôme Lejeune, je pense à l'OCH. Enfin, bon, tous ces gens que la bioéthique intéresse énormément, c'est vraiment leur angle d'attaque. Donc nous préparons des dossiers. Ensuite, nous diffusons à partir de ces dossiers une documentation simple auprès de nos présidents, donc 400 associations à travers la France, et nous leur demandons à partir de cela d'informer leurs députés, leurs sénateurs, pour les mettre au courant de ce qui est nos propositions. On peut dire que vous faites du lobbying? Tout à fait, tout à fait. Nous demandons des rendez-vous et nous allons discuter, savoir quelles sont les positions, justifier les nôtres, etc. Donc si vous voulez en fait un travail de fond, un travail de terrain et un travail en réseau, c'est un peu le tiercé gagnant des associations familiales catholiques. C'est quoi le défi de la famille en France aujourd'hui? Le défi de la famille en France aujourd'hui, c'est le maintien en fait et le développement d'une vraie politique familiale, si vous voulez. On a tendance aujourd'hui à confondre un peu politique familiale et politique sociale, et nous affirmons que ce sont deux choses différentes. La politique sociale, c'est une politique d'aide aux gens qui en ont besoin. La politique familiale, c'est une politique qui favorise le développement de la famille, qui prend en compte les difficultés particulières des familles nombreuses et tout cela. Alors à Mexico ici, c'est une rencontre mondiale, temps de partage, d'échange. Absolument. Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette semaine? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Comment résumer tout cela? C'est très compliqué. Ça serait très long parce que je peux reprendre, si vous voulez, les conclusions des trois cardinaux. Le cardinal Antonelli a dit qu'il avait dans ce congrès matière au travail de plusieurs années. Voilà, les conclusions du congrès théologique et pastoral. Tout à fait. Pour le conseil pastoral familial, pour le conseil pontifical de la famille, il a plusieurs années de travail. Donc nous en avons au moins autant certainement. Donc il y a une très riche matière. Il a dit aussi, et j'ai bien aimé cette conclusion, que la famille avait une mission d'évangélisation qui lui était propre, d'évangélisation de ses membres d'abord, et ensuite d'évangélisation des familles et des autres familles et de la société par capillarité, comme dans l'Église primitive. C'était très, très intéressant cet éclairage. La deuxième conclusion, c'est celle du cardinal Bertone, qui constatant secrétaire d'État du Vatican et représentant de Benoît XVI en l'occurrence pour ce congrès, constatant les difficultés du monde d'aujourd'hui, dont il nous adressait un tableau assez noir, et qu'il fonde sur l'injustice et sur le déni des droits individuels et collectifs, il propose deux solutions. En fait, ou bien on continue, et c'est dramatique, ou bien on reconstruit sur une anthropologie saine et équilibrée, fondée sur la justice et l'amour, et ça c'est la famille qui peut le faire. Et par là, il dit que la famille apportera et la justice et la paix dans le monde. C'était aussi une vue très, très intéressante. Et la troisième conclusion, je dirais, c'est celle du cardinal Carrera, l'archevêque de Mexico, qui nous a encouragés à défendre le modèle de la famille. Nous n'avons rien contre personne, nous revendiquons le droit d'annoncer l'évangile de la bonne nouvelle et de la vie, et de défendre un modèle, celui de la famille. Même si nous le vivons cassé, même si nous le vivons abîmé, il ne faut pas perdre de vue que c'est l'objectif et ne pas renoncer à le défendre. C'est ce témoignage que vous allez rapporter en France? Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'être là, il faut que je l'annonce. Il y a d'autres choses qui vous ont marqué? Écoutez, oui, notamment l'accueil des Mexicains, la foi incroyable de ces gens qui sont là présents en famille, foi qui, pendant tout le congrès également, était présente. C'est-à-dire qu'il y a eu des messes tout au long des journées, il y avait un oratoire avec l'adoration perpétuelle qui était bondé toute la journée. Ça, c'est quand même extrêmement frappant de voir un pays dans lequel la foi s'exprime avec un naturel, une simplicité merveilleuse. Merci Michel Pénicaud. Vous parliez justement de la foi de ces Mexicains. On est à Notre-Dame de Guadalupe, un lieu emblématique de la foi ici, un lieu de piété populaire où les Mexicains viennent se recueillir en famille. C'est le sanctuaire marial le plus important au monde. 20 millions de pèlerins y viennent chaque année. Rendez-vous compte, c'est énorme. Et bien pourquoi ce succès? Peut-être justement parce que la Vierge ici s'adresse aux familles. Reportage. En 1531, sur la colline du Tepeyac, la Vierge apparaît 4 fois à Juan Diego,
un Indien tout juste converti. L'évêque de l'époque peine à croire le jeune indigène qui lui relate l'apparition d'une jeune dame vêtue de lumière. Mais Juan Diego lui apporte les jours qui suivent une preuve irréfutable, des roses de Castille qui ne poussaient pas en Amérique. Lorsque l'Indien ouvre son manteau rempli de fleurs devant l'évêque, l'image de la Vierge s'imprime miraculeusement. Et Zumárraga accepte de lancer la construction de la petite maison qu'a demandé la Vierge. Dans la basilique de Guadalupe, le principal église, c'est la basilique Nouveau, où vous pouvez trouver l'image originale de la Vierge de Guadalupe. Il y a aussi l'antique basilique, construite au XVIIIe siècle, et des chapelles qui marquent le lieu de sa apparition. C'est un sanctuaire très grand et les gens peuvent trouver beaucoup de choses ici. Comme dans beaucoup de sanctuaires dédiés à la Vierge, on retrouve des ex-voto qui témoignent des grâces reçues au cours des siècles. Ces petits tableaux peints par des fidèles témoignent de l'amour que le peuple porte à Guadeloupe. Jean-Paul II est venu ici à 4 reprises et y a souligné l'importance du message de la Vierge de Guadeloupe aux familles. Car c'est avant tout sa particularité. Elle est représentée enceinte. Aujourd'hui encore, la vie et la famille sont les principaux motifs de son invocation. Face à toutes ces attaques subies par la famille aujourd'hui, qui sont de plusieurs origines, idéologiques, sociologiques, économiques et tant d'autres encore, nous avons besoin de ce que nous a apporté Sainte Marie de Guadeloupe. La rencontre, le dialogue, l'unité, la communion. Jamais à Notre-Dame de Guadeloupe, nous ne trouverons de condamnation, de menaces, de dénonciation. Tout ça, non, mais de la communication, de l'échange, du partage des différences. C'est ça, Guadeloupe. Et c'est ça, une famille. À l'entrée de la basilique nouvelle, les pèlerins affluent en masse. Ils sont entre 16 et 20 millions selon les sources à venir chaque année pour prier devant la tilma, le manteau de Juan Diego. Les offices se succèdent quotidiennement de 6h du matin jusqu'à 21h. Et même en dehors du grand pèlerinage du 12 décembre, célébrant la 4e apparition, on peut assister plusieurs fois par jour à l'arrivée des groupes. Tous partagent la même ferveur pour Guadeloupe et affirment leur attachement pour celle qui est un membre à part entière de leur famille. Elle représente beaucoup de choses pour nous. La bénédiction, la tradition. C'est grâce à elle que nous sommes catholiques. En attendant que l'on obtienne les grâces de l'année à venir, elle prend soin de nous et nous protège. C'est ma maman. Pour tous, elle est de toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu. J'apprends à mes enfants que c'est notre mère à tous. La preuve, l'aîné commence à dire que la Vierge de Guadeloupe est sa mère. Oui, je viens souvent pour prier pour le bonheur et la santé de ma famille. C'est une expérience qui me plaît, voir tout le monde uni. De différentes races, de différentes langues, de différents peuples, de différentes villes. Et tous forment une seule et même famille. Et c'est probablement là la raison et la fonction de cette figure du catholicisme dans le Nouveau Monde. La patronne des Amériques, qui a les traits d'une métisse, en est aussi la génitrice. Elle est le symbole de peuples issus du mélange et qui ont accepté ce principe comme une valeur fondamentale. Oubliant les tensions ethniques et sociales, ils partagent devant elle un recueillement total et une dévotion absolue. Voilà, on reste dans ce sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe. Et vous l'aurez compris dans le reportage d'Émeric Coletta, ce n'est pas un hasard si la deuxième partie de la rencontre mondiale des familles se déroule ici, avec un premier temps fort, une grande soirée festive, la fête des familles, soirée aux accents locaux et internationaux. Regardez. Ils sont des milliers venus du monde entier à se rassembler peu à peu sur l'esplanade de Guadeloupe, dans une atmosphère de fête et sous le soleil doux de Mexico. Venus souvent en groupe, ces familles s'amusent à brandir les drapeaux de leurs pays respectifs. Équateur, Panama, près de 90 pays sont représentés. Certains viennent même d'Angola, prochaine destination du pape Benoît XVI. L'enthousiasme se lit sur le visage des participants, fiers de mettre en avant les valeurs familiales de leur pays. Nous venons de Panama et les valeurs que nous mettons en avant sont beaucoup d'amour,
La paix, la sincérité et le respect. La famille mexicaine est très joyeuse. Nous sommes une famille harmonieuse qui a le sens des valeurs et de l'éthique. Les valeurs de la famille italienne sont basées sur des rapports affectifs et constructifs, sur l'union de la famille, bref, sur des valeurs communes aux autres pays du monde. 17h30, coup d'envoi de ce congrès festif qui s'ouvre avec la chanson officielle de cette rencontre mondiale, un air que tous les participants connaissent par cœur. Présidée par le cardinal Berton, cette célébration se veut avant tout un moment de réflexion et d'échange de valeurs familiales. 5 familles provenant d'un continent différent témoignent de leur expérience de foi vécue. Je crois que le problème de la famille ne touche pas seulement le Mexique, mais tous les pays du monde. Le problème, c'est l'éducation des enfants et la réponse que la société leur offre. Dans le monde entier, nous essayons de faire la même chose, élever la famille, être capable de devenir une personne bonne, véhiculer des belles valeurs, et si on est catholique, être capable d'aimer Dieu et son prochain. Nous devons, après cette rencontre, continuer à affermir la famille, les valeurs de la famille que nous recevons de notre mère, de notre père, spécialement sa foi. Après ces réflexions, place à la fête. Une fête ponctuée de concerts, d'une procession de drapeaux de tous les pays présents et de temps de prière. Les participants sont ensuite invités à se déhancher au rythme de la musique mariachi, la musique mexicaine traditionnelle par excellence, sous un somptueux feu d'artifice pour finir cette célébration en beauté. On reste au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, mais cette fois-ci je suis devant l'ancienne basilique. La 6e rencontre mondiale des familles arrive bientôt à sa fin. Dernier rendez-vous pour les participants, une grande messe de clôture célébrée par le cardinal Berton en communion avec Benoît XVI. On a décidé de suivre une famille française, les Chastenay, qui ont participé à cette célébration. Reportage. La famille Chastenay est expatriée à Mexico depuis quelques mois. Aujourd'hui, ils se préparent pour aller à la messe des familles. Adeline et Laurent, accompagnés de leurs enfants, Raphaël, Savine, Lorraine, Pierre-François et Mathias, vont traverser Mexico pour rejoindre le quartier de la Villa. Arrivés au sanctuaire, ils se glissent parmi les 20 000 personnes massées sur le parvis et dans les gradins. L'intérieur de la basilique est aussi rempli, augmentant de 10 000 le nombre de fidèles. Tous se sont rassemblés pour l'Eucharistie conclusive. La messe est célébrée en espagnol, mais les prières se font dans toutes les langues. Dans son homélie, le cardinal Berton revient sur les enseignements de la semaine. Et après la communion, tous les regards se tournent vers les écrans géants en attendant d'y voir la silhouette du Saint-Père en duplex de Rome. Un silence très solennel entoure le message de Benoît XVI qui vient conclure la rencontre. La famille fondée sur le mariage indissociable entre un homme et la femme exprime cette relation filiale et communautaire. C'est le lieu où l'homme peut faire naître ses valeurs entières. Pourtant, ce travail éducatif se voit empêché, rendu difficile par les caprices et les désirs, la prison de l'ego de chacun. La vraie liberté de l'être humain vient parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. La foule a repris pendant plusieurs minutes un slogan chaleureux à destination du pape. Ça se voit, ça se sent, le pape est bien présent. Et c'est sous un soleil radieux que s'achève cette 6e édition, avec le sentiment d'avoir vécu un grand moment de partage. On a senti que le pape était très présent. On a aussi senti que la famille avait vraiment sa dimension dans ce sacrement.
et qu'elle remettait en place la dimension de la famille au niveau humain et spirituel. Pour nous, Français ici à Mexico, en expatriation, c'est un message extraordinaire. En tout cas, c'est merveilleux, on est au ciel et on est tous là. Voilà, c'était le dernier reportage de cette émission. J'espère que grâce à KTO, vous avez pu vivre ou revivre cette 6e rencontre mondiale des familles dont on attend des fruits maintenant ici à Mexico, comme partout ailleurs dans le monde, bien sûr, notamment en France. Comme il n'y avait pas beaucoup de Français ici à Mexico, eh bien je compte sur vous pour témoigner de ce que vous avez vu dans cette émission. Un grand merci à Adeline Chastenay pour son aide précieuse, au frère Alban de la paroisse française de Mexico, Sophie Lenné également, notre journaliste, Émeric Coletta, et à toute l'équipe technique de KTO qui a réalisé cette émission. Le mois prochain, Hors les murs vous emmènera à Ars. Et puis avant de vous quitter, il me reste à vous faire un aveu. Il y a une information que je ne vous ai pas donnée. Le nom de la ville qui accueillera la 7e rencontre mondiale des familles dans 3 ans, eh bien je laisse Benoît XVI vous l'annoncer. À très bientôt sur KTO. Me complace anunciar que el 7º Encuentro Mundial de las Familias tendrá lugar, Dios mediante, en Italia, en la ciudad de Milán, el año 2012, con el tema La familia, el trabajo y la fiesta.